Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on est ici ce soir pour un événement CFO Connect avec Johan et Charles et on va parler d'expansion aux États-Unis. Il est tout pile 18h, donc on va attendre quelques minutes avant de démarrer la discussion et la présentation. Je vous invite à vous présenter dans le chat sur la droite. N'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous êtes, si vous êtes à Paris, si vous êtes en province, si vous n'êtes même pas en France. Ça nous permet un peu de voir qui est là et ça rend le tout plus interactif. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, en termes de la plateforme du webinaire aussi, vous verrez que sur votre droite, vous avez un tab qui s'appelle « Questions ». Je vous invite vraiment à poser vos questions dans ce tab-là, comme ça nous permet de toutes les centraliser et ça facilite le travail pour Charles et Johan. Salut Vincent, salut Alexis. Ah, apparemment Alexis vous connaît. Je le reconnais. C'est un ancien EY, je crois. Salut Laurence. Salut Anne, salut Léa. Ah, filiale aux États-Unis. Super. On va gentiment démarrer du coup. Donc, c'est un événement organisé par CFO Connect. Pour ceux qui ne connaissent pas CFO Connect, c'est une communauté pour les CFO modernes dont fait partie notamment Charles. Charles avec qui on a fait déjà de nombreux événements parce qu'il a une expérience assez intéressante. Il vous en parlera plus en détail. CFO Connect, c'est une communauté qui a été fondée en 2018 par Spendesk. Pour ceux qui ne connaissent pas Spendesk, c'est un logiciel de gestion des dépenses pour les entreprises. Et elle a vraiment été créée pour et par les équipes finance. C'est pour ça qu'on souhaitait aussi vous accompagner dans votre vie plus pro-perso avec la communauté CFO Connect. Aujourd'hui, quel est l'agenda? Ça va être une discussion entre Charles et Johan. Et il y aura aussi une session un peu plus formelle de questions et réponses à la fin, mais on vous invite vraiment à poser vos questions dès le départ pour rendre la conversation la plus interactive possible. Du coup, aujourd'hui, on va parler de l'expansion aux États-Unis, vraiment entre la phase de pré-lancement, le lancement et le scaling aux US. N'hésitez pas à nous dire s'il y a une de ces phases qui est plus intéressante pour vous et comme ça, on y attendra un peu plus de temps. Et on a la chance ce soir de recevoir Johan et Charles. Donc, Johan, il vient tout juste de rejoindre Scalo en tant que Chief Business Officer. Il vous parlera un peu plus de son parcours juste après. Et aussi Johan, qui est cofondateur d'Orbis. Je vous laisse le micro. Je commence. Alors, bonjour à tous. Bonsoir. Je suis ravi de pouvoir échanger avec Johan et Faustine. Donc, moi, pour mon parcours, je suis passé, pour ce qui intéresse, j'ai commencé en conseil et j'ai travaillé dans une grosse entreprise. Mais pour ce qui est intéressant pour nous, mon parcours US est surtout lié à Botify. Botify, c'est une société dans laquelle j'ai passé 3 ans et demi, qui a connu un développement international très fort, puisque on est passé de 0 de chiffre d'affaires à plus de 15 millions d'ARR rien qu'aux US. Et on a recruté presque 150 personnes entre New York et Seattle. Et donc, c'est vraiment là que j'ai appris à travailler avec les US. Et ensuite, j'ai été chez Asso Connect, qui était une plus petite boîte, que j'ai rejoint, pareil, une étape plus tôt. Et à Asso Connect, j'ai relancé les US à nouveau. J'étais en charge du projet pour lancer le business là-bas avec un go-to-market très différent, puisque c'était une société qui était plutôt sur un modèle d'acquisition en ligne inbound, digital, versus un modèle Botify qui était plus un modèle de sales. Qui sont des modèles quand même très différents. Et ensuite, j'ai travaillé quelques mois encore dans une autre société qui est très américaine, côté côte ouest, qui s'appelle Odaceva, voilà, quelques mois. Donc j'ai 3 expériences plus ou moins longues dans des échanges avec le marché américain, aussi bien les personnes que comment structurer l'activité. Voilà. Merci. Merci Charles. Pour moi, donc Johan, ravi de participer bien sûr à ce séminaire avec toi Charles et puis Faustine, et toute l'équipe CFO Connect. Donc moi, je suis expert comptable franco-américain. J'ai commencé ma carrière au sein des bureaux d'EY à Paris, où principalement j'étais en charge de la compliance fiscale et comptable de filiales françaises de groupes américains notamment. Maintenant, ça fait près de plus de 10 ans que je suis aux États-Unis et j'ai cofondé donc le cabinet Orbis, où je suis l'associé en charge des questions fiscales pour notre clientèle notamment.
et où on aide les sociétés françaises, internationales, mais beaucoup françaises, à se développer et à s'implémenter aux États-Unis. Et notre motto, c'est Simply Scale Up, c'est-à-dire qu'on va simplifier tout ce qu'on peut simplifier pour que vous puissiez scale up aux États-Unis le plus simplement possible. Et donc, d'où un fort accent qui est mis sur la relation humaine avec le client et surtout sur l'automatisation des process comptables qui vont nous permettre justement de concentrer notre temps à la relation client, au consulting et également aux problématiques fiscales qui peuvent être très complexes aux États-Unis. Voilà pour résumer rapidement mon parcours d'expert comptable international. Et pour commencer ce webinaire, donc merci Charles de participer à cette discussion avec moi. La première question qui me vient à l'esprit, et je pense avant même de s'implanter, c'est comment, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de s'implanter? C'est la première question que je te poserai pour toi, en fait, quel est l'élément principal à connaître avant même de s'implanter concrètement aux États-Unis? Ouais, excellente question. En effet, c'est vrai il y a peut-être des gens parmi l'audience qui se posent la question parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup puisque le marché américain est gros et homogène par rapport au marché européen qui est gros mais fragmenté parce qu'on a des pays des réglementations différentes. Donc c'est vrai que c'est un peu un Eldorado pour les startups. Donc on sait qu'il y a énormément de sociétés qui soit se posent la question, soit veulent sauter le pas, voire commencent. Et donc c'est vrai que en fait, on peut avoir, il y a pas mal de mythes sur les US et on peut y aller avec la mauvaise approche. Je pense que le premier truc à savoir sur les US, c'est que ça coûte cher. Et en fait, la mentalité française, et elle est top, elle a beaucoup d'avantages, c'est quand même souvent de faire avec peu. Ce qui ne marche pas aux États-Unis, moi j'en suis convaincu, j'ai beaucoup parlé avec des entrepreneurs américains. Récemment, par exemple, j'ai Jonathan Benamou avec qui on avait échangé, qui a fait PeopleDoc, super histoire, et qui connaît bien les US aussi. Il y a un consensus qu'on ne peut pas faire aux US avec peu. Et il ne faut pas aller dans un mindset de faire un proof of concept. On va d'abord faire un truc comme ça en bricolant parce qu'en fait, ça ne fonctionnera pas. En fait, c'est l'histoire de la poule ou de l'œuf. Aux US, il faut investir upfront pour peut-être perdre. C'est comme une table de poker, on paye pour aller jouer et on peut tout perdre. Mais par contre, si on ne paye pas, on perdra à coup sûr. Donc ça, c'est l'erreur qui est souvent faite parce que dans la mentalité française, on essaye de commencer petit, de voir si on a des résultats, etc. pour investir de plus en plus, ce qui ne marche pas du tout aux US. Donc ça, c'est la première chose. Et donc investir, avoir pour recruter des locaux qui coûtent cher, qui coûtent plus cher qu'en Europe, les salaires sont plus élevés. C'est important et c'est un facteur clé de succès. La deuxième chose, c'est vraiment les différences culturelles. C'est pas forcément facile à décrire en 5 minutes, donc je vais pas m'attarder, mais il faut pas penser que les US nous ressemblent. J'avais même des gens qui m'expliquaient que les Chinois ressemblent plus aux Français que les Américains. Et je pense, je ne connais pas les Chinois, mais en tout cas, je suis certain que culturellement, on est assez différents avec les Américains. C'est très intéressant ce que tu dis parce que nous, en tant qu'expert comptable, on voit ça aussi. Et c'est souvent ce qu'on dit pour métamorphoser le discours, c'est de dire quand vous venez aux États-Unis, il faut penser que c'est comme si vous alliez en Chine. Il vous viendrait pas à l'esprit de penser en fait qu'il y a une différence culturelle. Et donc pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Effectivement, c'est intéressant de voir que tu dis qu'on est potentiellement plus proche d'un point de vue culturel que les Chinois, que les Américains. Ouais, bah on a de la culture en commun. Enfin bon, du coup, c'est très important de comprendre que c'est différent. Et après, le dernier point, c'est de savoir que les États-Unis, c'est quand même un pays très processé. Le truc qui revient tout le temps, c'est des gens qui ont voulu appliquer des méthodes de management françaises en mode on va laisser beaucoup de liberté aux gens, on va leur dire à peu près quoi faire, ils vont se débrouiller. Pareil, ça ne marche pas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays de process, c'est des gens, ils savent appliquer des process, ils sont excellents en exécution, ils sont excellents en storytelling, en marketing, etc. Mais ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et on peut trouver des Américains qui sont capables de designer des process, mais souvent c'est des profils très capés, seniors. En tout cas, il ne faut pas imaginer qu'on va y aller en prenant 2 sales juniors à qui on va dire allez-y, découvrez un peu le marché. Ça ne peut pas fonctionner. Ils vont être malheureux, ils ne vont pas performer dans leur job. Il faut être assez processé. Voilà, donc ça, c'est pour moi mes enseignements sur cette partie-là. Après, sur la partie coût, je peux revenir là-dessus. C'est vrai que du coup, vous vous demandez certainement combien ça coûte d'aller aux US. Donc, c'est difficile d'avoir un montant précis. Je sais qu'on avait mentionné 2 à 3 millions pour pouvoir tester la chose. Il y a plein de coûts en fait qui peuvent arriver. Et notamment, il y a un risque aussi fiscal. Donc là-dessus, peut-être que toi, Johan, tu as pas mal de retours d'expérience sur la partie fiscale. Comment ça se passait pour partir aux US
pour les personnes qui sont parties et quelles formalités il faut faire, parce qu'il y a aussi tous ces sujets-là d'exit tax, etc. Est-ce que toi, tu as des retours là-dessus? Oui, nous, malheureusement, c'est vrai que la plupart du temps, les fondateurs de startups viennent nous voir juste avant de faire une exit et qui sont déjà aux États-Unis, etc. Et malheureusement, il est déjà trop tard. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de faire ce qu'on appelle du structuring pré-immigration pour le groupe, mais aussi pour le fondateur potentiellement qui va venir développer le marché et l'équipe en fait aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché américain, il y a un principe fiscal qui est très simple. C'est un principe de nationalité de l'impôt, contrairement à un principe de territorialité de l'impôt en France, dans la plupart des pays de droit civil, je dirais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'à partir du moment où vous allez créer une filiale aux États-Unis, potentiellement, vous aurez une taxation sur tous les résultats du groupe au niveau de cette filiale ou du fondateur qui va venir aux États-Unis, quand même les sociétés ne sont pas transparentes, ou au minimum, vous aurez un reporting fiscal assez conséquent qui, s'il n'est pas fait, en fait, et on en revient sur le processus, ce que tu disais, le schéma process aux États-Unis, c'est-à-dire que la conformité fiscale, il y a aussi tout un process à respecter. Si ce n'est pas respecté, c'est des pénalités qui peuvent être assez conséquentes de non-conformité. Donc ça, c'est très important. Et pour schématiser ce que je dis, je donne toujours cet exemple. Une startup qui lève des fonds en France, qui se développe énormément en Europe, qui fonctionne bien, et puis qui, au bout de la deuxième, troisième levée de fonds, veut aller développer le marché américain. Généralement, il y aura un fondateur qui va venir, un des fondateurs qui va venir développer le business aux États-Unis. Et ça, c'est très important. Avant qu'ils mettent le premier pas aux États-Unis, à partir du moment où il va devenir résident, c'est très important que le groupe et que lui-même, à titre personnel, anticipe en fait son expatriation et le démarrage de la filiale aux États-Unis, parce que les deux fiscalités de la filiale et du fondateur qui est aux États-Unis vont être liées, et ça peut avoir des impacts très très conséquents, et notamment il peut y avoir lors d'une exit partielle ou totale, il peut y avoir des conflits entre les fondateurs, où celui qui a déménagé aux US pourrait être imposé à hauteur de 50%, par exemple, lors de son exit, ou voire même plus, s'il est à New York ou en Californie, alors que l'un des fondateurs qui reste en France, qui a monté une holding patrimoniale, lui, sera imposé seulement à hauteur de 4% maximum. Donc, il peut y avoir vraiment en fait une différence de traitement fiscal, même entre les actionnaires, qui est vraiment non négligeable. Et ça, malheureusement, je sais qu'on a un public de CFO, et ça, malheureusement, c'est pas la problématique fiscale, c'est pas forcément la première chose qui nous vient en tête en tant que CFO quand on fait les BP et quand on pense au développement du marché américain. Et moi, c'est un point sur lequel j'insiste où vraiment 6 mois à 9 mois au minimum avant la création de la filiale et avant l'immigration du fondateur qui est aux États-Unis, de consulter des fiscalistes spécialisés américains ou franco-américains aux États-Unis qui peuvent anticiper les problématiques et vous présenter ces schémas un peu plus dans le détail. Ouais, c'est super intéressant cette question de la nationalité de l'impôt que tu disais. Parce qu'on pourrait, en fait, il y a, évidemment, j'imagine que parmi l'audience, il y a plein de styles de boîte. Donc, il y a des sociétés certainement où vous avez plus un modèle dans lequel vous allez avoir des contrats avec des clients qui vont être vendus par des sales. Mais il peut y avoir aussi des modèles plus online où vous avez vos clients qui viennent, qui s'inscrivent par carte bleue. Et je pense que la tentation peut être rapide de se dire est-ce que j'ai besoin d'ouvrir une filiale finalement? Et ça, c'est une question qui est assez intéressante. Moi, j'avoue que on en a parlé avec Johan quand on a préparé cette intervention. Je ne savais pas, je me disais, si on fait un business online seulement, est-ce que c'est pas mieux de le faire 100% de la France et de faire payer des Américains en carte bleue là-bas en n'ayant aucune présence fiscale sur le pays? Et ça, du coup, Johan, ce que tu me dis, c'est que c'est pas forcément une bonne option, même pour ce type de business-là. Oui, alors ça peut l'être au début, mais effectivement, il peut y avoir des limites fiscales, en tout cas des risques fiscaux à comprendre. C'est qu'effectivement, il y a une convention fiscale entre les deux pays, les US et la France. Donc, si vous faites du business purement de France sur du modèle SaaS, où vous avez personne qui est présent aux États-Unis, effectivement, vous n'aurez pas de problématique de ce qu'on appelle d'établissement permanent, et donc vous n'aurez pas de déclaration fiscale à faire aux États-Unis, et pas de risque fiscal. Cependant, il peut y avoir un risque sur l'équivalent de la TVA, qui est la sales tax, qui, elle, répond à des réglementations État par État, et donc qui ne répond pas à la convention fiscale entre le gouvernement américain et le gouvernement français, puisque ce sont les gouvernements des États. Et donc ça, il faut faire très attention parce que, en faisant du SaaS de France, on ne va pas se poser la question est-ce que je dois facturer la sales tax américaine? Et dans certains États, vous pouvez avoir des risques fiscaux à ce niveau-là, et notamment les États qui sont très agressifs sur ces sujets de sales tax, comme la Californie ou New York, où principalement la clientèle peut être concentrée sur ces villes-là ou ces États-là. Et c'est là où il peut y avoir un risque fiscal. Et nous, généralement, ça n'a pas de certaines... Alors, bien sûr, si vous faites $10 de SaaS de revenus dans un État, il n'y aura pas de problématique. Mais généralement, on a des seuils à partir desquels on va recommander
de commencer à créer une filiale et où la limite justement de gérer de France va être trop risquée en fait d'un point de vue fiscal. Ouais, ça c'est vrai que la sales tax c'est peut-être un sujet. On peut peut-être en parler un petit peu plus parce que je ne sais pas si tout le monde sait comment ça marche. Moi, j'avoue que ça a été un peu une boîte noire pendant longtemps. Je ne suis pas sûr d'être un expert aujourd'hui, mais tu pourras expliquer un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si je ne dis pas de bêtises, Johan, la sales tax, elle est par état et par nature de service. Et donc, elle est redevable ou non. Dans le Texas, par exemple, est-ce que je fais du SaaS, est-ce que je fais des prestations de services, est-ce que je vends des objets, des choses. Selon la nature de service et l'État, il y a des règles qui vont être différentes. Et donc après, on est éligible à la sales tax dans l'État, il y a des seuils et on commence à devoir la facturer à nos clients et ça fonctionne comme la TVA. C'est à peu près ça. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un principe de TVA, un principe d'utilisateur final. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de TVA collectée intermédiaire, collectée déductible, il y a seulement une TVA collectée. Il faut, vous, qu'en tant que vendeur, vous assurer en fait que vous vendez bien à l'utilisateur final. Et à partir du moment où vous avez la responsabilité de la collecte de la TVA, donc de la sales tax. Et effectivement, toute la difficulté, elle est de savoir, à partir du moment où vous avez un produit, vu qu'elle est la TVA, la sales tax, donc est réglementée par État, il est possible que votre produit soit taxé différemment en Californie, au Massachusetts et à New York. Et notamment dans le SaaS et dans le PaaS et dans toute la tech, c'est des activités qui sont nouvelles, qui sont modernes. Et donc, les États et la réglementation n'a pas forcément en fait suivi toute la rapidité de développement du marché. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près puisque à partir du moment où un État décide qu'il va regarder ça de près, voilà, il peut y avoir des audits et c'est très simple pour eux de repérer une société en ligne qui vend du SaaS aux États-Unis et de faire un audit random en fait, je dirais. Donc voilà, ça c'est c'est un critère vraiment à ne pas négliger quand bien même on gère le business de France. En fait, c'est vraiment très important. Après, bien sûr, on pourrait faire un webinaire seulement sur la sales tax dans le SaaS ou seulement la sales tax globalement. C'est pas le sujet, mais voilà, c'est un point d'attention, je dirais, notamment pour des CFO de startups françaises. Ouais, même c'est vrai que ça fait partie des choses un peu complexes puisque ça veut dire que sur chacun des états et types de services, il faut mesurer où on en est dans les seuils qui peuvent s'appliquer à nous. Donc savoir, par exemple, si on a un employé, on est éligible à la sales tax. Si on commence à dépasser un seuil, on commence à payer on commence à devoir facturer la sales tax. Et du coup, il faut impacter la facturation en conséquence. Donc ça nécessite quand même pas mal de rigueur, quoi, parce que c'est pas la TVA à côté, c'est simple, quoi, parce que tu as un taux une fois, là, tu as les taux et en plus qui varient dans l'État en fonction de là où tu es exactement, parce que tu peux avoir différentes juridictions en plus qui ne sont pas uniquement l'État. Donc, il faut savoir, voilà, avant de vous lancer aux US, sachez que la sales tax est painful, est un problème. C'est pas un sujet très agréable à gérer. Voilà. Ouais, et c'est pour ça, d'où notre tagline Simply Scale Up, parce que ce qu'on recommande, c'est de mettre en place des procédures de contrôle interne sur la sales tax dès le départ, en fait, dès que vous commencez à zéro, et d'analyser votre activité dès le départ, en fait, pour savoir comment ça va s'appliquer pour la sales tax, pour les besoins de la sales tax. Et comme ça permet justement d'avoir un tour d'horizon d'activité, comment elle va être traitée pour la sales tax aux États-Unis, dans les différents États, dans les États principaux, et justement d'après de Simply Scale Up et de mettre ça en place au fur et à mesure. Et après, bien entendu, c'est complexe, mais on a des outils qui vont se connecter avec les outils comptables, les plateformes en ligne, etc., qui vont aussi faciliter. Mais tout ça, ça prend aussi du temps de mise en place. Et c'est pour ça qu'on recommande vraiment de faire l'analyse dès le départ, des $0 de chiffre d'affaires, vraiment, dès commencer à savoir comment l'activité va être traitée pour les besoins de sales tax et penser justement à ces mises en place de procédures concrètement de contrôle interne sur ces sujets. Ouais. Et après, juste pour revenir à une dernière chose sur la partie, ce qu'on a structuré sur avant de se lancer. Moi, je peux aussi vous dire sur la partie patrimoniale, pour l'avoir vécu chez Botify, puisque Adrien, qui était le CEO, est parti aux US. D'ailleurs, je pense, pour ceux qui se posent la question, que c'est une excellente idée d'avoir un CEO, un des fondateurs qui part. Je pense que c'est vraiment aussi un facteur clé de succès. En tout cas, il faut qu'il y ait des employés clés qui partent. Et je pense que les fondeurs, c'est quand même les meilleurs parce que par exemple, à titre d'exemple, si je vous parle d'un côté plus humain et moins financier, j'avais un jour parlé avec notre premier sales qui était devenu un des meilleurs sales de la boîte de façon complètement informelle et il m'avait dit qu'il avait hésité à venir chez Botify, qu'il avait eu plusieurs offres et que ce qu'il avait fait venir, c'était que le CEO lui-même soit venu avec ses enfants aux US. Parce que ce qu'on disait souvent en rigolant des Américains, c'est que eux, ils nous voient comme si nous, on voyait des Roumains venir en France, quoi. C'est-à-dire que la boîte française qui vient aux US, c'est comme si on voyait une boîte roumaine et que demain, vous étiez chassé pour travailler dans une boîte roumaine. Est-ce que vous avez envie d'aller dans une boîte roumaine versus une boîte américaine? Est-ce que tu attires les meilleurs? Et donc, si le fondateur ne vient pas, après, on pourra parler des autres aspects de la rémunération, etc., des bénéfices. Mais si les fondateurs ne viennent pas, ou dit à l'inverse, quand des fondateurs viennent, c'est quand même un argument rassurant
rassurant, qui montre que la boîte elle est sérieuse, qu'elle veut réussir là-bas, et c'est pas juste on a envoyé 2 salariés qui sont de la chair à canon sans vraiment moyen plus que ça, quoi. Donc ça c'est moi ça m'avait pas mal marqué et je pense quand même que ça reste une bonne pratique. Toi, Johan, tu vois, tu as des stats un peu dans les boîtes que tu vois. Est-ce que tu vois un lien de corrélation entre le succès aux US et la présence ou non de founders aux US? Oui, généralement, nous, ce qu'on voit, c'est surtout en termes d'investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il va y avoir un investissement important, généralement, un des fondateurs va venir aux États-Unis et là, vraiment, ils vont développer une équipe et ils vont faire confiance à des gens locaux, notamment pour les HR. Et développer l'équipe. Et nous, c'est là où on voit que les startups sont le plus successful. C'est à partir du moment où il y a un investissement, effectivement, et un fondateur qui vient. Et généralement, voilà, gérer de distance, à distance, voir un peu de France, comment ça va fonctionner avec une filiale à distance. Généralement, c'est pas le plus bénéfique. Et c'est pour ça que l'anticipation et la planification de cet investissement, pour moi, c'est le plus important et d'où l'importance, notamment des rôles de CFO, en fait, dans les budgets et dans le timing en fait de cette ouverture ou non aux États-Unis. Mais ça revient quand même avec ce qu'on disait ce que je disais en intro sur le fait de se donner les moyens, quoi. Si le CEO y va. Et en fait, franchement, honnêtement, ça, j'en suis assez convaincu parce que vraiment, c'est un sujet dont j'ai reparlé avec plein de gens. Si vous avez des CEO qui vous disent on va faire les US comme ça, on va recruter 2 sales et ça va marcher. Franchement, c'est quand même votre rôle d'éduquer sur le fait que c'est peu probable d'aller benchmarker, de voir un peu ce que des boîtes qui ont réussi ou pas réussi ont eu comme enseignement. Mais voilà, ça peut être vite une boucherie, je pense. Ouais. Et puis, et si tu parles avec des fondateurs français qui ont plus ou moins réussi aux États-Unis, par exemple avec Adrien ou même avec Alix d'Habitesti, ils te diront que eux, en fait, le meilleur move qu'ils ont fait, c'est ils ont recruté un sales qu'ils ont payé énormément, à qui ils ont fait confiance et qu'ils ont donné les clés en main, ou un DRH aussi très important en local, qui a vraiment la culture locale et qui donne confiance aussi à toute l'équipe sales ou à toute l'équipe des DRH. Et c'est ça qui les a fait augmenter d'un niveau et qui leur a permis de scale up en fait très rapidement. Je ne sais pas si Adrien t'a parlé de ça, mais je sais que c'est des sujets, moi, dans les fondateurs français qui ont réussi aux US, c'est des sujets souvent qui reviennent sur la clé de succès principale en fait. Non, mais sur l'exemple du premier recrutement, nous on a recruté en effet, quand on a lancé Botify, il y avait un des sales français qui était parti. On a recruté un sales dont j'ai parlé avant, qui était un sales qui avait 3-4 ans d'expérience, et on a recruté un VP sales. C'est vrai que souvent on conseille de recruter des execs ou quasi-execs, plutôt au niveau VP, en premier pour qu'ils puissent structurer. Et donc il y avait Adrien, il y avait ce VP sales et il y avait 2 sales. Et je sais qu'Adrien a beaucoup appris en effet grâce au VP sales. Et après, comme je le disais, même un VP sales, c'est pas quelqu'un qui va définir une strat dans un marché. Moi, je ne crois pas, à part exception, personne hyper brillante. Les personnes qui peuvent vous définir une strat, c'est quelqu'un qui aurait été CRO d'une scale-up, qui a fait Stanford et qui coûte 1,5 million, voire plus, que vous ne recruterez pas en première personne. Donc, la strat, elle doit être faite en collaboration avec les gens du marché, mais clairement, elle ne doit pas être mise dans leurs mains à 100%. Et Adrien a fait la strat, le go-to-market, qu'est-ce qu'on allait dire aux prospects, comment on allait le dire, etc. C'est Adrien qui l'a fait en grande partie. Et oui, grâce au VP Sales qui le challengeait en collaboration, mais ça a été fait comme ça, quoi. Et c'est un truc, c'est un playbook qui a été répété. Et c'est ça qui est génial aux US, c'est que quand on trouve le truc qui marche, le wording qui était dit, moi je me rappelle par cœur, c'était un message super simple qui avait été fait. Et le message, ils l'ont répété à tout le monde pendant 3-4 ans. Et pendant 3-4 ans, on avait des nouveaux clients comme ça avec le même message. Pas besoin de se réinventer parce que le marché est tellement profond qu'il y a tout le temps des nouveaux clients comme ça. Voilà. Ouais. Après, sur le lancement, on peut peut-être parler de comment on se lance concrètement. Johan, nous, on a fait le classico qu'on m'a appris et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus pour voir si j'ai fait l'erreur plusieurs fois. On a créé à chaque fois une société, donc on s'est dit il faut incorporer une boîte pour pouvoir avoir des salariés. On a des ambitions, donc on fait une boîte, on recrute des gens et on crée une boîte dans le Delaware. À chaque fois, tout le monde nous dit le Delaware, c'est bizarre, c'est quoi? Donc on avait une corp, une fois une IC. Donc j'avoue, est-ce que tu peux nous dire pourquoi on fait dans le Delaware? Est-ce que c'est la bonne pratique? C'est quoi les formats de boîte, les grands formats de boîte? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, alors déjà le Delaware, le premier aperçu sur le Delaware, c'est que c'est un paradis fiscal. Donc là, il faut oublier, pas du tout. C'était vrai dans les années 50, mais plus maintenant. Donc effectivement, en fait, le Delaware, alors aux États-Unis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'immatriculation et l'enregistrement. Donc vous allez choisir un État pour vous immatriculer juridiquement.
Mais c'est pas parce que vous êtes immatriculé au Delaware que vous n'allez pas devoir vous enregistrer juridiquement également dans les autres États. Et ça, après, il y a des règles en fonction de là. Concrètement, vous faites du business, vous allez devoir vous enregistrer dans les États. Donc, si vous avez un employé à New York, même si vous êtes incorporé au Delaware, vous devrez vous enregistrer à New York. Et ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire que vous choisissez l'état d'immatriculation. Donc, là, on va revenir sur Delaware si tu veux un peu plus tard. Et l'enregistrement, après, suivant là où vous faites du business, il y aura 3 types d'enregistrement. Il y aura l'enregistrement juridique auprès des greffes des tribunaux, qui est l'équivalent aux États-Unis, qui s'appelle le Secretary of State. Et après, vous aurez l'enregistrement fiscal auprès des administrations fiscales des États et l'enregistrement social si vous avez des employés et que vous devez payer des charges sociales dans l'État en lui-même. Donc, il y a 3 niveaux d'enregistrement. Mais avant tout ça, vous choisissez l'état d'immatriculation. Et donc, généralement, il y a 2 approches sur l'état d'immatriculation. Il y a soit on recommande en premier l'immatriculation là où vous allez avoir votre centre économique le plus important, c'est-à-dire là où vous allez avoir vos bureaux, etc. Parce que de toute façon, vous devez vous enregistrer, donc autant s'immatriculer là où vous serez présent physiquement, vous aurez vos employés, vos équipes, etc. Mais par contre, le Delaware a un avantage, c'est qu'en fait, et c'est pour ça que beaucoup de startups, notamment qui comptent lever des fonds ou faire un flip à un moment donné aux États-Unis ou comptent avoir des investisseurs américains, s'immatriculent au Delaware. Parce qu'en fait, il y a des règles juridiques très flexibles et très pro-business, pour notamment en termes de responsabilité des directeurs, des officers et du règlement des contrats, des conflits, des contrats commerciaux. Et donc, c'est notamment pour ça qu'on va s'enregistrer au Delaware la plupart du temps. Et également pour la facilité en fait juridique, c'est-à-dire que si vous décidez d'ouvrir une filiale, de faire un flip, de faire une fusion, acquisition, une merger, etc., tout ça, ça va répondre aux lois commerciales de structuring du Delaware, puisque vous êtes immatriculé au Delaware. Et les lois sont très flexibles pour faire ces opérations. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de Delaware Flip. On ne parlera jamais de California Flip. C'est parce que généralement, on va s'immatriculer à Delaware pour faire un flip parce que c'est beaucoup plus simple que si on était à New York ou en Californie d'un point de vue en fait documentation et opération en fait de ça. Donc voilà. Donc si vraiment, par contre, si vous avez pour objectif de ne pas lever de fonds aux États-Unis et seulement d'avoir un groupe un groupe français qui détient la filiale 100%. Américaine, il n'y a pas forcément en fait d'intérêt à aller au Delaware et plutôt de s'immatriculer si vous êtes à New York ou en Pennsylvanie, de s'immatriculer en Pennsylvanie ou à New York parce que de toute façon vous devrez vous enregistrer. Donc voilà, c'est un peu l'approche, les 2 approches et c'est pour ça qu'il faut aussi penser en fait long terme. Quelle est votre ambition aux États-Unis pour vraiment déjà savoir si ça vaut le coup d'aller au Delaware d'un point de vue juridique ou non, tout simplement. Et quelles sont les contraintes? Parce que du coup, tu dis si vous avez tu vois, si vous n'avez pas d'objectif particulier de flip, etc., vous n'avez pas besoin de le faire. Mais du coup, quelles sont les contraintes du Delaware? Parce que moi, j'avais le souvenir que ça coûte $1000, ça prend 3 jours, enfin, j'exagère, mais ça prend 1 semaine. J'avais pas du tout de contraintes parce que pour moi, c'est vraiment hyper simple. Mon expérience, c'est on prend une société spécialisée, on leur donne $1000 pour eux, $1000 pour le capital social, $2000, et ils nous envoient un magnifique classeur reliure cuir à la maison avec marqué le nom de la société Inc. Et on est bon, quoi. C'est ça? Tu l'as gardé ce classeur, c'est ça? Il t'a plu, non? Ouais, il est très américain. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Le Delaware, c'est ça, c'est que c'est très flexible. Les lois juridiques sont très flexibles. Donc, d'un point de vue commercial, c'est d'immatriculer, c'est très simple et c'est très, très flexible. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous êtes au Delaware que vous ne devez pas faire de déclaration fiscale. Si vous avez une présence des employés et des clients significatifs, vous devrez faire une déclaration fiscale. Si c'est pas le cas, vous n'aurez pas de déclaration fiscale. Par contre, chaque année, vous devrez en fait faire le renouvellement de votre enregistrement juridique et de votre immatriculation. Donc, il y a quelques frais à payer. Et notamment, si on commence à lever des fonds, c'est des frais qui peuvent être assez conséquents. Donc là, il y a des stratégies sur le nombre d'actions à créer lors de l'incorporation, etc. Mais bon, là, c'est voilà, quand vous consultez des avocats et les sites en ligne pour vous faire ça, généralement, c'est des sujets qui vont vous évoquer et pour lesquels vous allez discuter avant l'enregistrement. Voilà. Après, il y a la partie. Ouais, pardon, vas-y. Une fois après, pour se lancer aux États-Unis, une fois effectivement vous avez choisi le Delaware ou New York et vous incorporez, le sésame, je dirais, c'est la première étape, l'incorporation juridique. Et le sésame pour le marché américain, c'est le numéro fiscal, ce qu'on appelle l'IAN, Employer Identification Number. Et donc là, c'est très simple. Une fois que vous êtes immatriculé, nous en tant que CPA, on a des procédures accélérées. Donc, on peut demander un numéro pour vous en quelques minutes. Et ça vous permet, après, grâce à ce numéro fiscal, de traiter avec vos clients, avec vos fournisseurs. C'est des numéros qui vont vous demander à certifier. Et ça va vous permettre c'est un peu la porte ouverte au marché américain, le numéro fiscal.
Ouais, c'est l'équivalent du SIRET français. Et d'ailleurs, ce que tu as dit de façon anodine, on peut le redire, parce que en fait, quand vous êtes incorporé, vous avez votre classeur qui a été fait, etc. Ça met du temps à recevoir le yen, qui sont enregistrés, etc. Et nous, c'est vrai que la dernière fois, Laurence, qui travaille avec toi, nous avait sauvé la vie, parce que sans yen, on ne peut pas ouvrir de compte en banque, qui est l'étape d'après. Et en l'occurrence, il fallait 3 mois pour que les autorités fiscales nous envoient notre yen. Et donc, quand on a envie d'aller vite, c'est insupportable d'attendre la paperasse de l'EIN. Et donc, vous, en effet, Laurence nous a dit, je peux le faire en ligne. Et on a eu le yen en 48 heures, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est top. Oui, moi, en tant que CPA, on a une procédure en fait accélérée en ligne qu'on peut faire pour votre compte. Et donc effectivement, ça peut aller très vite. Si le nom de la société n'est pas encore pris auprès des administrations fiscales, en quelques minutes, en quelques clics, on peut vous obtenir un numéro fiscal. Donc ça, si effectivement vous voulez vous demander un numéro fiscal. Alors là, en plus, avec le Covid, les temps d'obtention ont vraiment augmenté. Ça peut prendre même 6 mois à 9 mois. On a des cas où ça a été le cas. Donc si vous avez des conseils qui vous conseillent de faire la procédure pour vous de manière manuelle, c'est-à-dire en fax ou en courrier, on déconseille ça tout de suite parce que vous allez attendre 9 mois en fait actuellement pour avoir votre numéro fiscal. Et ouais. Alors, effectivement, tu parlais des comptes bancaires et ça, c'est l'étape suivante. C'est une fois que vous avez un numéro fiscal, vous pourrez ouvrir un compte bancaire. Et c'est vrai que les administrations bancaires aux États-Unis sont très réglementées, notamment le KYC process peut être très complexe et prendre du temps. Donc, ce serait intéressant d'avoir ton expérience là-dessus, notamment avec Botify ou AssoConnect ou je ne sais pas comment, si ça t'a pris du temps et quelle a été tes difficultés là-dessus. Ah non, mais nous, en fait, on a vécu vraiment l'enfer. Alors, le système bancaire américain est archaïque, faut le dire. Je ne sais pas pourquoi la tech n'est pas encore passée là ou a du mal à passer. Il doit y avoir des gros lobbies. Mais nous, on avait Bank of America chez Botify, qui était un calvaire sans nom parce que la moindre truc, il fallait appeler, il vérifiait 15 000 choses, que c'était la bonne personne, etc. Enfin, c'est très, très sécurisé. Donc, on avait mis beaucoup de temps à avoir le compte. Ça a été très pénible. Et après, grâce à des échanges qu'on avait pu avoir, on a découvert Silicon Valley Bank, SVB, qui est beaucoup plus digital. Alors, ça reste quand même pas très, très moderne. Mais par contre, pour le coup, quand j'avais ouvert un compte en banque chez AssoConnect après, avec Silicon Valley Bank, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Ça avait pris 2-3 jours. C'était de 100% en ligne. Et donc, quand même, il y a une amélioration par rapport à ça. Donc, voilà. Moi, je sais que, en tout cas, je ne recommande pas Bank of America. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Par contre, Silicon Valley Bank, c'est top. Nous, clairement, on va déconseiller toutes les banques, les grosses banques américaines. Ça, c'est sûr. Bank of America, Citi, etc. Parce que leur KYC process, c'est même un autre niveau, en fait. Nous, ce qu'on va conseiller, c'est si vous avez une banque française qui est déjà implémentée aux États-Unis, généralement, ils ont des procédures rapides, donc ça peut être très bien. SVB, et maintenant, il y a de plus en plus de banques en ligne également, ou alors des banques privées, des banques corporate privées, qui sont plus des banques qui ont l'habitude, en fait, de clientèle, private clientèle, qui ont plus l'habitude de l'international. Donc ça, c'est aussi une bonne recommandation, nous, sur ces 3 types de... Mais effectivement, Bank of America, Citibank, à éviter, quoi. Donc après, une fois qu'on a notre compte en banque, on peut, on se fait un petit virement parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus, a priori. Donc là, en général, c'est un truc, en fait, nous, comme on procédait, c'est qu'on faisait des virements assez fréquents qui étaient en compte courant. Bon, après, on rentre dans des problématiques aussi derrière qui peuvent être techniques sur les prix de transfert. Donc, je ne sais pas si on va trop rentrer dedans, mais après, les problématiques de prix de transfert et possiblement de sous-capitalisation, de choses comme ça qui sont très complexes. Moi, je ne suis pas forcément un expert, mais en tout cas, il faut les connaître. Mais par contre, il y a la première question qui arrive, c'est comment je recrute quelqu'un. Et donc, il y a comment je trouve quelqu'un. Bon, il y a l'aspect RH, talent acquisition, comment je trouve quelqu'un. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a une recette miracle. En tout cas, il y a l'équivalent de Welcome to the Jungle existe aux US. Bon, il y a LinkedIn, évidemment. Vous avez des choses comme The Muse, qui est un équivalent de Welcome to the Jungle, qui est pas mal. Il y en a d'autres, je crois. Donc, il faut évidemment pas imaginer que Welcome to the Jungle marchera pour trouver quelqu'un. Et après, une fois qu'on recrute quelqu'un, moi, ce que j'ai appris récemment, Johan, c'est qu'en fait, il y a des providers qui font le payroll pour je crois que c'est des PEO, quelque chose comme ça. Nous, on avait Trinet, qui est un des plus gros, qui est d'ailleurs, si je comprends bien, pas forcément le plus recommandé, mais surtout, la problématique qui se posait, c'est que ça ne marche pas en dessous de 2 salariés. Il faut avoir au moins 2 salariés. Donc, le problème, c'est que si vous avez un seul salarié, je crois que c'est pas simple. Est-ce que c'est le cas, Johan ? Oui, en fait, vous pourrez avoir un payroll provider en dessous d'un salarié, mais par contre, vous n'aurez pas accès en fait à des bénéfices. Et pour recruter des talents et recruter une équipe qui va être fidélisée, ce qui est très important aux États-Unis, vous aurez des charges sociales qui seront très faibles. Mais effectivement, ce qui est très important, c'est les bénéfices que vous allez offrir à côté. Donc, l'assurance santé, les plans de retraite,
et tous ces petits bénéfices à côté. Et donc, effectivement, si vous avez un salarié, vous allez négocier avec des brokers d'assurance santé, vous n'allez pas pouvoir proposer en fait des tarifs compétitifs à vos salariés sur l'assurance santé ou des plans compétitifs. Et donc, le schéma PIO, nous, en tout cas, chez Orbis, on propose le schéma PIO notamment pour des startups parce que ça permet à partir de 2 employés de pouvoir avoir en fait accès à une plateforme d'assurance santé qui va être sur tout le marché américain et de pouvoir proposer justement des tarifs très avantageux en fait pour vos salariés et de pouvoir avoir vraiment ça en tant qu'avantage compétitif en fait à présenter. Je ne sais pas pourquoi tu souris, mais voilà. Peut-être demain. Non, mais il y a Caroline de Welcome to the Jungle qui est là, donc évidemment, j'adore Welcome to the Jungle. Peut-être qu'on les aura demain aux US, mais voilà, on espère en tout cas, ça sera très utile. Ouais. Mais donc, Voilà, du coup, pardon. Du coup, sur les budgets et alors déjà les salaires bien sûr sont bien plus élevés que la France généralement à compétences équivalentes et surtout il y a souvent cet aperçu que le marché américain les charges sociales sont faibles, donc effectivement en tant qu'employeur vous serez à peu près entre 8 à 10% maximum, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas de prestation derrière tout ça, donc ça veut dire qu'il faut compléter par un plan de retraite pour les salariés, une assurance santé et en plus souscrire à une assurance accident du travail vous en tant qu'employeur qui est en complément. Et donc, tout ça, finalement, vous arrivez facilement aux 25% de coûts complémentaires en plus du brut, l'équivalent en France, quoi. Concrètement, il n'y a pas de grosse différence, c'est juste que le split est un peu différent, en fait. Ouais, il y a quand même, enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même une différence, tu vois, dans mes business plans de mémoire. Alors, c'est peut-être parce que du coup, quand tu grossis après, comme c'est des frais fixes, ils s'amortissent plus aussi peut-être. Mais tu vois, moi, par exemple, en France, le taux de charge sociale que j'ai appliqué sur mes salaires, c'était plutôt 45-47%. Alors que le taux de charge sociale que tu appliques aux US, c'est en général plutôt 15-20%. Et ça inclut aussi la mutuelle parce qu'en effet, tu as une mutuelle qui coûte assez cher. Hein, c'est ça peut être dans les $700 à 1200, $1300 par mois et par personne selon s'ils ont une famille et le niveau de couverture. Je crois que vraiment le minimum, c'est dans les 700-800, c'est ça, non, pour une personne seule. Oui, vraiment $500, c'est vraiment le minimum, quoi. Ouais. Donc c'est évidemment rapporté à quelqu'un qui coûte $150 000, c'est pas énorme, mais ça fait voilà, ça dépend des niveaux de salaire. Et c'est vrai que les salaires, comme tu disais, Johan, nous ce qu'on avait vraiment pour vous donner des idées pour ceux qui n'ont pas encore vu les salaires US, c'est quand même facilement 2 fois. Alors si on fait abstraction du taux de change, facilement 2 fois, donc 2 fois la France. Après, avec un truc assez notable, c'est qu'il y a des écarts types encore plus forts. Parce que nous, les salaires les plus faibles aux US étaient dans les $50-55 000. Par exemple, les SDR, les gens qui faisaient de la prospection, c'était à $50-55 000 de fixe, plus $25 000 de bonus. Mais c'était vraiment très différent parce que dès qu'ils passaient à compte exécutif, ils étaient tout de suite à $90 000. Et donc, en fait, il y a des énormes écarts parce que, en fait, c'est un peu voilà, l'américaine, c'est un peu la chair à canon, les gens qui sortent d'école, qui sont très, très mal payés. Et je pense qu'ils ont des conditions de vie assez moyennes. Mais tout de suite, dès que ça séniorise, en fait, ça monte très vite. Et donc, vous voyez, un account exécutif, nous, c'était minimum $80-85 000 de fixe, plutôt autour de 90-100, et pareil en variable. Et donc, si vous recrutez, par exemple, quelqu'un qui fait, je ne sais pas, un profil FP&A pas très senior, ça coûte vite $120 000, 120 000 annuels, quoi, je pense. Non, Johan, ça te choque? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voire même pour être compétitif, aller un peu au-dessus de ça. C'est pas déconnant. On le voit souvent, nous, en tout cas, de notre côté. Donc, après, on a la question de Suzanne là, sur les punch-outs. C'est vrai que moi, je mettais 15-20%. Mais après, il y a le fameux 401k, qui est le 401k. Pour le coup, ça qui est le retirement plan. Et en fait, Johan, tu me diras si je dis pas de bêtises, mais ce truc-là, il est de toute façon, quand on a un payroll provider, ça active un 401k, mais qui est un plan sur lequel les salariés peuvent mettre de l'argent s'ils le veulent. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'en termes de benefits qu'on peut vendre à des salariés, si vous voulez être attractif, de plus en plus de boîtes aujourd'hui, notamment des boîtes start-up, scale-up qui lèvent de l'argent, vont faire des matchings, ce qu'on appelle 401k match, où en fait, elles vont définir des règles. Par exemple, elles vont abonder. Si quelqu'un met sur son plan 401k, par exemple, $10 000 par an, on peut abonder. Et là, les règles sont assez libres. Pareil, si je dis pas de bêtises, tu me diras. Oui, c'est ça. Par exemple, c'est le produit de bénéfice privilégié, le 401k. En fait, c'est ce qu'on appelle du pre-tax, c'est-à-dire que le salarié, s'il a un salaire à 100 000 et qu'il va mettre 10 000, bah, lui, il sera taxé que sur 90 000 et pas 100 000. Et donc, c'est un différement de taxe. Il est taxé lorsqu'il retire l'argent de ce 401k. C'est les plans de pension, en fait, américains. Et donc, beaucoup de, voilà, c'est ce qui permet de cotiser à votre retraite et de vous capitaliser sur un capital pour votre retraite. Effectivement, l'avantage, c'est que l'employeur va proposer un matching
c'est assez libre. Il y a quelques règles et notamment il y a des règles anti-discrimination. Donc bien sûr, vous pouvez pas proposer des matchings différents à qui vous souhaitez, suivant qui vous appréciez. Donc voilà, mais c'est assez flexible effectivement. Et l'exemple de matching, c'est par exemple, on abonde 50% jusqu'à 10 000 $, on abonde 100% jusqu'à 20 000 $. Enfin, c'est ça les types de règles, quoi. Voilà, c'est ça. Généralement, on va aborder 50 ou 100% jusqu'à un certain niveau, jusqu'à 6% de votre montant brut à l'année. Donc, si quelqu'un a 100 000 $ et qui met 10 000 $, on va quand même abonder 6 000 $. Mais après, ça, c'est assez flexible et il y a des règles. Voilà. Et après, le dernier point sur les problématiques cross-border, je dirais, c'est sur l'actionnariat salarié. Ça, je pense que c'est important parce que nous, on voit souvent des choses qui sont mal structurées. Si effectivement, vous avez une filiale en France, une filiale aux États-Unis, pardon, avec des salariés aux États-Unis à qui vous allez donner des BSPCE, par exemple, en France, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de BSPCE, par exemple, il n'est pas du tout reconnu aux États-Unis. Et inversement, si vous faites un flip, que vous donnez des stock options ISO, qui est un peu l'équivalent des BSPCE aux États-Unis pour vos salariés français, ça ne sera pas reconnu en France. Donc, il faut faire très attention sur l'actionnariat salarié, en fait, cross-border, vos contrats de BSPCE, de stock option américains soient revus d'un point de vue par des fiscalistes, en fait, locaux, pour s'assurer que ça répond, en fait, et qu'il y ait une taxation qui soit équivalente dans les mêmes pays pour les salariés, mais pour la société également. Pour pas qu'il y ait un différement, en fait, de taxation et donc, du coup, potentiellement une double imposition. Et ça, nous, malheureusement, on voit souvent des catastrophes, je dirais, notamment dans des scale-up importants. Donc ça, c'est des choses à anticiper, même dès la pré-implémentation, en fait, revoir les contrats de BSPCE en France pour les proposer à des salariés américains, par exemple. Ouais, ce qui est un standard, hein, ce que tout le monde demandera assez vite, parce que les boîtes US le proposent souvent à tous les salariés. Alors nous, on le proposait qu'aux execs au début, puis petit à petit, on l'a démocratisé de plus en plus. Et je crois qu'après mon départ, ils l'ont carrément donné à tout le monde. Parce que c'est tellement dur de toute façon d'attirer des talents et qu'il y a une pression de toute façon avec toutes ces levées de fonds, ces capitaux, il y a une pression de toute façon vers le haut sur les salaires, sur les bénéfices. Les meilleurs Américains sont de plus en plus exigeants, ils attendent de pouvoir venir travailler avec leurs chiens. Enfin voilà, c'est vraiment encore pire qu'à Paris. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça. Si vous avez des gens qui ne sont pas du tout exigeants, c'est un mauvais signe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément des bons profils aussi. Donc, au lieu de, moi, je sais que quand je m'énervais parce qu'on me demandait un nouveau truc tous les jours, je me disais, vois-le du bon côté, c'est que c'est certainement des bons profils qui sont très, très demandés. Donc voilà, il faut aussi voir le bon côté, mais c'est sûr qu'il y a une pression là-dessus et donc les BSPCE fait partie des outils qui sont hyper importants, quoi. Après, sur la partie scaling, la dernière étape, c'est de comprendre comment on scale aux US. Donc moi, je ne sais pas si je peux dire que j'ai scalé aux US. On a développé, voilà, on avait à peu près 15 millions de revenus aux US. Donc on a fait quelque chose de pas mal sans être énorme. Nous, on a toujours eu la finance en France. On avait des conseils en effet aux US, donc des différents experts. Ça pouvait être des gens comme Johan qui nous aidaient sur des sujets techniques. Mais on avait la finance, pour le coup, on l'a toujours gardée en France. Et ça ne m'a jamais handicapé. Mais en parlant avec Johan, il me disait qu'il y a quand même des étapes dans la boîte, dans des boîtes qui vont plus loin que nous, qui font par exemple 50, 100 millions de revenus aux US. Il y a quand même des moments où il y a besoin d'avoir une fonction finance aux US. C'est quoi, toi, Johan, que tu vois qui est un déclencheur de commencer à construire une fonction finance aux US? Pour moi, le déclencheur, c'est… alors déjà, ça va dépendre. Il y a deux étapes. Soit si à un moment donné, vous avez des investisseurs américains qui vous demandent de faire un flip, généralement, ça va être difficile en fait de garder votre finance en France et ils vont vous demander au fur et à mesure en fait de transférer l'équipe finance et d'avoir un CFO aux États-Unis puisqu'il y aura un flip à la holding aux États-Unis. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir la pression en fait des investisseurs nouveaux rentrants américains qui indirectement en fait vont vous imposer au fur et à mesure de développer l'équipe finance. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est en interne, ce qui peut se passer, c'est que le marché américain devient tellement important que vous êtes obligé d'avoir des gens qui gèrent les AP, qui gèrent les AR, les relances clients, etc., qui soient sur le marché américain. Et donc, au moins, peut-être avoir le CFO en France, mais au moins avoir toutes les fonctions support et des managers sur les fonctions support, finance support, qui vont être en local et qui vont être sur concrètement le même fuseau horaire que les clients et que les fournisseurs du marché américain. Voilà. Donc, généralement, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir un développement d'une équipe finance entre 50 et 100 millions de chiffre d'affaires. On commence vraiment à se poser la question et à réfléchir à un schéma équipe finance, une partie de l'équipe finance.
Ouais, c'est ça. Je pense que, comme disait Pauline, c'est sûr que si, si le HQ se déporte aux US, bon, j'imagine que les besoins finances américains sont clairement plus évidents. Mais en tout cas, sachez qu'on peut quand même aller assez loin, je pense, depuis la France. Ce qui peut se passer, par exemple, sur l'administration des ventes, les relances clients, il est possible d'avoir besoin de gens qui parlent anglais. Nous, on avait réussi à trouver des gens qui parlaient suffisamment bien anglais, mais il y a quand même le décalage horaire. Donc, s'il faut faire beaucoup de calling pour aller relancer les clients, etc., s'il y a du volume, c'est sûr que vous arriverez mieux à avoir quelqu'un qui soit local. Après, avec du coup les inconvénients de ne pas avoir quelqu'un sur place et dans l'équipe. Mais je pense qu'on peut quand même aller assez loin avec une équipe finance en France. Ce qui est moins vrai pour des RH. Et ce qu'il faut faire attention pour des financiers en France où on a l'habitude d'être un peu multitask, on va faire plein de choses, on est capable d'être adaptable sur plein de secteurs financiers, on va dire, et comptables. Aux États-Unis, généralement, et c'est pareil en fait dans les ventes ou dans tout type de poste, les gens ont des listes de tâches très précises. Donc, vous ne pourrez pas demander à un comptable de faire les épis, les EA, de gérer les accruals, les prepaid, etc. Ça va être très compliqué. Et donc, généralement, vous avez en fait des gens qui sont spécialisés EA, EPI. Vous avez en fait les fonctions finance qui sont très, très splittées. Et ça, c'est très, il faut pas croire que vous allez recruter un comptable et qui va vous faire toute la compta du groupe, de la filiale américaine, de lui-même. C'est très, très rare de trouver, entre guillemets, des couteaux suisses. Et il faut même pas, en fait, avoir cette ambition, parce que 9 fois sur 10, vous n'arriverez pas à trouver ces couteaux suisses. Donc voilà, pensez aussi aux fiches de poste et quand vous développez une équipe finance, pensez à toutes ces problématiques de split de la fonction finance, justement. C'est une erreur que j'ai fait plus d'une fois, hein, de vouloir mettre des couteaux suisses sur des postes, même sales ops, etc. Et en fait, ils sont très heureux de cette idée. Ils adorent l'idée. Alors moi, j'étais à chaque fois, ah oui, c'est génial de pouvoir faire plein de choses, etc. Mais ils sont incapables de le faire. Voilà, en effet, je trouve que j'ai la même sentiment que toi, même si j'en ai moins vu que toi. Et après, pour répondre à la question de Caroline sur le variable, c'est assez, ça dépend plutôt des postes. Moi, ce que j'ai vu, c'est sur des postes commerciaux sales, c'était souvent 50-50. Sur les postes qui vont être autour du revenu, on a souvent des objectifs assez qualitatifs, qui peuvent être par exemple des CSM, des pre-sales. Souvent, c'est 70-30 ou 80-20, ça va être dans cette range-là, de pourcentage de l'OTE, ce qu'ils appellent l'OTE, On-Target Earnings en anglais. Et après, sur des profils plus back-office, il n'y a pas toujours des bonus, mais je sais que les Américains aiment quand même bien ce qu'ils appellent des MBO, Management by Objective, qui vont être des soft goals, c'est-à-dire un montant annuel de l'ordre, un petit bonus annuel qui peut être splitté en quarter et qui va dépendre des objectifs. Voilà, je ne sais pas si toi, Johan, tu en vois beaucoup. Tu vois, tout le monde a des bonus ou pas forcément dans ce que tu vois? Si, généralement, les bonus, effectivement, c'est un peu la pratique, je dirais, aux États-Unis. Effectivement, c'est rare de voir même des 1000 ou des 1000 $ de bonus, même pour des postes. C'est vraiment parce qu'on incentive, c'est tout ce qui est incentive, et c'est ça qui va encourager les employés. Et c'est un schéma aux États-Unis. C'est work hard et tu réussiras. Donc c'est vraiment effectivement, j'ai aussi la même approche, quoi. Le même ressenti. Ouais. Et après, la dernière question que j'ai, Johan, c'est parce que c'est un truc que je n'avais pas bien compris historiquement et peut-être ça peut intéresser les gens. C'est le métier de CPA. Comment ça fonctionne aussi? Ce que tu as dit plusieurs fois, je suis CPA, donc je peux faire une demande et c'est un métier réglementé. Oui, alors justement, c'est un peu une grande différence, c'est que la profession comptable est concrètement déréglementée pour les sociétés qui ne sont pas cotées. C'est-à-dire que en tant que société privée, donc non cotée sur le marché financier ou n'ayant pas d'instrument coté sur le marché financier américain, vous n'avez pas d'obligation de déposer vos comptes auprès des greffes des tribunaux, comme en France par exemple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos obligations comptables sont là seulement pour des besoins de gestion interne, bien entendu, et seulement pour les besoins en fait fiscaux, concrètement. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de tax accounting, c'est-à-dire qu'en fait, le code fiscal a ses propres règles comptables. Le code fiscal ne renvoie pas aux normes comptables US GAAP, les normes comptables américaines, mais il renvoie à ses propres règles comptables. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui n'est pas expert comptable, concrètement, je dis souvent ça, mais mon épouse qui fait du marketing, demain, elle peut se lancer et dire je vous fais le bookkeeping et la compta, ça ne posera pas de problème, elle n'aura pas de soucis réglementaires. Alors, je simplifie. Et donc, ce qui est très important, vous, en France, on a quand même un niveau relativement moyen, convenable des experts comptables, puisqu'on a une bonne formation, contrairement à d'autres pays ou contrairement aux États-Unis, par exemple. Donc, ce qui est très important, c'est de faire très attention dans vos recherches de partenaires,
que vous ayez des firmes qui ne soient pas seulement des firmes de comptables, mais ce qu'on appelle des CPA firms, c'est-à-dire des firmes qui ont des licences de CPA et qui répondent donc aux normes comptables de l'ordre des experts comptables. Et à ce moment-là, ça sera l'équivalent en fait d'un expert comptable en France qui répondra aux mêmes déontologies d'experts comptables. Voilà. Ouais. Et après, sur la question d'ATEF, quand on doit internaliser la compta, là-dessus, on va peut-être avoir… je pense que c'est assez… Enfin, moi, personnellement, mon sentiment, c'est que c'est très bien d'externaliser la compta aux US, il n'y a pas de problème. Nous, on l'avait externalisé pendant très longtemps et on l'a réinternalisé parce qu'en fait, on a trouvé quelqu'un en France qui était capable de la tenir, sachant qu'il est possible de tenir sa compta aux US en utilisant un plan comptable français. Donc nous, en fait, ce qu'on a fini par faire, c'est d'avoir le même logiciel avec le même plan comptable et plusieurs établissements. Et donc, on a fini par réinternaliser la compta qu'on donnait de la France parce qu'on avait une personne qui était excellente en France et qui n'était pas occupée à 100% en tenant que la France. Et donc, on s'est dit, plutôt que de payer des experts comptables aux US, on va le faire nous-mêmes. Mais pendant 1 an et demi, 2 ans, on avait l'externalisation de la compta. Honnêtement, ça se fait très bien, même à des niveaux très avancés. Je pense qu'il y a des boîtes, tu dois en voir, Johan, tu dois avoir des boîtes qui font plusieurs dizaines de millions de revenus qui ont encore une compta externalisée. Non ? Ah oui, totalement. Notre clientèle, c'est de 0 jusqu'à 250 millions. Donc, c'est le cœur de notre clientèle. Donc, oui, totalement. Mais généralement, nous, comment on fonctionne, c'est que quand ils grossissent au fur et à mesure, ils vont reprendre des choses de plus en plus en interne. Et d'où là l'importance de l'automatisation. Aux États-Unis, le gros avantage sur les outils comptables, c'est qu'il y a énormément d'outils qui sont ouverts et on peut faire énormément d'automatisme avec des add-ons. Et honnêtement, c'est x10 par rapport à ce qu'on peut faire en France, honnêtement. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà, si vous appuyez sur des professionnels qui ont cette expérience, ça va vous permettre justement de simplifier en fait tout le process comptable. Et après, c'est juste des validations de notifications et ça vous permet d'internaliser au fur et à mesure de votre scale-up aux États-Unis. Et vraiment, après que l'expert comptable soit là vraiment que en support sur des vraiment sujets fiscaux importants, sur des levées de fonds ou des problématiques stock option, etc., etc. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On pourrait en parler des heures, bien entendu, notamment des sujets fiscaux sur ce qui me passionne. Peut-être on peut faire une session Q&A, Faustine, je ne sais pas comment tu… Est-ce que vous avez d'autres questions? Vraiment, n'hésitez pas à les poser, même si je pense que ça a été assez complet. Suzanne demandait la différence entre une corp et une inc. Je crois que tu disais qu'il n'y a pas de différence, mais par contre, il y a des C-corp et il y a des S-corp. C'est ça, non ? Oui, alors pour les sociétés, vous avez effectivement, vous avez 3 types de sociétés. Il y a la société, ce qu'on appelle transparente, comme en France, comme l'équivalent d'une SI ou d'une SARL à l'IRPP. Ça, c'est les LLC ou les partnerships, donc les Limited Partnership, General Partnership, et les LLC. Donc par défaut, c'est des partnerships, voilà, des sociétés pour l'impôt va être payé dans les mains des actionnaires. Et vous avez après l'équivalent des SAS, SA, qui sont plus ce qu'on appelle les corporations. Mais en fait, derrière corporation, il y a plusieurs noms. Donc c'est une société opaque qui va payer son impôt. Et après, s'il y a des dividendes, les actionnaires paieront les taxes sur leurs dividendes. Corporation, il y a plusieurs noms, c'est-à-dire vous décidez du statut juridique, mais après vous pouvez décider du nom que vous allez donner à la corporation. Donc généralement, on voit, par exemple, nous, Orbis Inc., on a choisi que notre corporation s'appellerait Inc., et vous avez plusieurs en fait dénominations, comme une SAS. Donc vous pouvez très bien appeler une corporation, une corp, une Inc., une incorporated. Donc il y a plusieurs noms, mais en fait tout ça c'est la même structure juridique qui est une corporation. Voilà, donc ça c'est donc une corporation par défaut. Donc il y a une différence aussi aux États-Unis entre le statut juridique et le statut fiscal. La LLC Corp, ça c'est le statut juridique, mais vous pouvez choisir. Elles ont un statut fiscal par défaut, donc transparente pour la LLC, opaque pour une corporation. Mais vous pouvez très bien choisir, sous certaines conditions, qu'en fait la LLC devienne en fait une société corp fiscale, quand même elle restera une LLC juridique. Donc il y a vraiment une dichotomie entre le statut juridique et fiscal. Et c'est là un peu la différence. Voilà. Mais concrètement, généralement, quand vous avez une filiale, vous allez faire une corp pour limiter le risque fiscal et qu'elle paye ses propres impôts et jouer sur les prix de transfert, voilà, tout simplement. On a une autre question du coup de Suzanne. Dans quel cas faut-il plutôt faire une opt-in, une holding ou une opco? Je suppose que tu as bien touché là. Alors, une opco, elle veut dire une corporation opérationnelle? Je suppose. Suzanne, si tu veux préciser, n'hésite pas. Oui. D'accord. En fait, généralement, on va faire une holding quand on veut séparer les activités, le risque des activités.
Donc, si vous avez plusieurs types d'activités, donc par exemple, quelqu'un qui va faire une activité SaaS, une activité beaucoup plus consulting. Donc, si vous voulez séparer vos risques, vous pouvez faire une holding des filiales détenues à 100% par la corp pour justement limiter vos risques en fait juridiques et que s'il y a un risque, un client qui veut vous poursuivre en justice sur l'activité consulting, bah, ils peuvent pas prendre les actifs en fait de la société qui gère le SaaS et inversement. Alors, on voit souvent ça dans le manufacturing quand ils construisent en fait notamment quand ils achètent des terrains pour construire des plants de manufacturing où vraiment on va séparer l'activité location du terrain à la société sœur pour séparer l'activité s'il y a un employé qui glisse dans le local, etc., où il n'y aura qu'une société qui pourra être poursuivie en justice et les actifs de l'autre ne seront pas remis en cause. Ouais, j'espère que j'étais clair. Claire. On a une autre question de Lou. Quand on a des clients, tu l'as vu, Charles? Oui, c'est justement Lou, c'est Livestorm, donc on fait honneur à votre produit. Merci Lou. Du coup, la question de Lou est la suivante. Quand on a des clients US avec la société française et qu'on ouvre une filiale US, que deviennent les clients US? Est-ce que vous recommandez de transférer ces clients à la filiale pour des raisons fiscales notamment? Clairement, et ça, on revient sur les sujets de sales tax dont je parlais. Et donc, clairement, si vous avez un audit de la Californie ou de New York qui voit que vous avez des revenus sur une société française qui appartient au même groupe, clairement, tout ça peut être remis en cause. Potentiellement, je vois une remise en cause très simple de l'administration à ce sujet. Donc, effectivement, gérer en fait comment et que les clients rebasculent au maximum sur la partie sur la filiale américaine. Mais est-ce que, Johan, dans un cas comme ça, tu ne dois pas les revendre, les clients? Parce que finalement, il y a eu un coût d'acquisition qui a été porté par la France. Et donc, les clients qui vont être transférés à la filiale américaine vont arriver. Et il faut qu'ils arrivent avec un coût d'acquisition aussi, en quelque sorte, non? Est-ce que dans le fiscal, ça serait... alors ça, on fait appel au prêt de transfert. Généralement, comment on va gérer ça? C'est qu'on va gérer ça à travers un contrat de licence de la marque ou de la plateforme. Et donc, il y aura des royalties payées en fait par la filiale à la holding. Et après, le chiffre d'affaires qui va venir sur la partie américaine en face des royalties, en fait. Voilà. Donc, généralement, ça sera le prix de transfert des royalties. Parce que Suzanne, elle dit on peut aussi se régler par transfer pricing, mais je pense que la problématique, quand même, par exemple, tu vois, de la sales tax, il faut que tu puisses être exhaustif sur tes clients américains. Par exemple, si tu as, 2 millions de revenus qui est fait avec le Texas et qui est en fait reconnu sur la France, et 2 millions de revenus avec le Texas qui est reconnu par ton entité américaine, comment tu t'y retrouves, tu vois, opérationnellement? Donc, j'aurais tendance à y aller. Non, mais en fait, clairement, on peut laisser. En fait, tout va dépendre des niveaux en fait de chiffre d'affaires dans chacun des États. Et clairement, si tu me dis que tu fais 2 millions dans le Texas ou en Massachusetts, qui taxe énormément tous les produits SaaS, par exemple, clairement, il faut pas laisser ça sur l'entité française, puisqu'en fait, le Massachusetts pourrait très bien te faire un audit de la société française et te réassesse en fait toutes les sales tax liées à ça. Donc là, il faut faire très attention là-dessus. Et donc, en fait, la problématique sales tax fiscale opérationnelle aura ses limites de gérer en fait tout ça de France. Et donc, à un moment donné, on n'aura pas le choix que de créer une plateforme en fait US, si on a du SaaS par exemple, pour que les cartes bancaires US soient sur l'entité US et qu'on puisse gérer la sales tax en automatique en fait sur la plateforme. Et donc ça, il y a quand même juste pour info, ça paraît difficile, mais il y a quand même des prestataires qui permettent de gérer ça, où en fait les clients américains vont taper le .com. Les clients français vont taper le .fr par exemple ou le flag français et américain. En fait, il y aura la même plateforme derrière, sauf que nous, on créera 2 entités juridiques et donc c'est pas la même entité qui facturera. Ça, il y a des plateformes qui peuvent gérer ça. Et donc il faut mettre ça en place, voilà, sur votre website en fait, tout simplement. Super. Tu as les noms de ces plateformes peut-être? Je ne sais pas si les personnes dans l'audience sont intéressées par le nom ou ça se dit pas. Ça, faudrait voir avec mon associé okay. et mes équipes qui mettent. Non, mais il y a Avalara, voilà, et puis il y a d'autres. Oui, il y a Avalara notamment, et il y a d'autres plateformes. Bon, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Johan après le webinaire. Exactement. Je vous mettrai en relation avec mon associé Laurence qui gère toute cette partie opérationnelle, comptable et back-office. Ok, super. Est-ce qu'on a une toute dernière question? Il nous reste 1 minute. On ne sait jamais. Sinon, je pense qu'on va clôturer. C'est bon signe. Oui. Je prends le merci de Caroline pour le dernier message et du coup, nous clôturons.
cette session. Merci beaucoup, Johan et Charles, pour la discussion. Personnellement, j'ai appris plein de choses. J'ai adoré, hyper intéressant. J'espère que l'audience en aura appris de même. On enverra un message de remerciement à la suite du webinaire où vous pouvez retrouver un replay et bien évidemment aussi les contacts de Johan et de Charles si vous souhaitez leur poser encore plein de questions. Merci à tous et merci encore Charles et Johan. C'était vraiment top. Merci à toi, merci Charles et merci à tous les participants. Très bonne soirée à tous et merci Lou pour la plateforme Livestorm. On est toujours aussi fan. Je pense qu'on en est à notre 100e webinaire depuis plus d'1 an dessus et on ne compte absolument pas changer. Merci beaucoup. Très bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.